Très cher. Dieu fait grâce, ça va Euh, toujours bien. Vous avez suivi ce qu'on a dit. On a parlé de la Journée mondiale des toilettes avec ce sujet. C'est super important, Oui, oui, super important. Très souvent, on ne fait pas les liens entre ce qui nous arrive et comment on entretient notre environnement. bien sûr. Alors que c'est l'environnement qui détermine aussi nos réactions, ce qui nous affecte et tout ça. Donc, c'est important de pouvoir parler de ce sujet-là pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. C'est bon. Bien sûr. Avant qu'on décortique, bien sûr, ce sujet, j'ai juste envie de vous demander, est-ce que cet aspect des toilettes que nous avons évoqué entre dans le cadre de ces bases psychologiques-là de l'adolescence? Oui, quelque part, parce que de toute façon, les toilettes, ça porte sur la santé, alors Oui, qu'on ne peut pas éduquer un enfant sans lui donner de la santé. La santé contribue à la protection de l'enfant. Donc, lui donner des informations sur la qualité des toilettes, c'est plus qu'important. Parce qu'à cet âge-là, les adolescents, très souvent, ils ne sont pas portés sur l'hygiène corporelle, l'hygiène environnementale et tout. oui, Donc, c'est très important de leur montrer les risques qu'ils courent par rapport à la tenue, par exemple, de la maison. Donc, ben oui, c'est très, très, très important et il y a un lien. bien sûr. Mhm. Alors, c'est vrai que le thème, il est très technique, hein, très scientifique aussi. Les bases psychologiques de l'adolescence, qu'est-ce qu'on veut dire de manière plus simple? De manière très simple, c'est montrer, par exemple, aux parents, à tous les parents, sur ce sur quoi l'adolescence repose, en fait. Parce que, vous savez, on a tendance, en tant qu'adulte, à considérer que nos enfants, nos adolescents réfléchissent, se comportent comme des adultes. On a des attentes d'adultes vis-à-vis d'enfants et d'adolescents, Oui, ce qui est une grave erreur. Parce que les enfants ne réfléchissent pas, n'agissent pas comme des adultes. Les adolescents ne réfléchissent pas, n'agissent pas comme des adultes. Et c'est quand il y a l'incompréhension, quand il y a absence de connaissance sur ces choses-là, qu'en général, il y a des clashs, il y a des couacs. Donc, pour ne pas qu'il y en ait, c'est bon de connaître en tant que parent les bases sur lesquelles repose la psychologie de l'adolescent. Plus ou moins, et très généralement, on parle de la psychologie de l'enfant, mais la psychologie de l'adolescent, on en parle beaucoup moins. Alors que l'enfant n'est pas l'adolescent. Et l'adolescent non plus n'est pas un adulte et n'est pas un enfant. Donc, c'est bon de connaître les bases sur lesquelles repose cette adolescence-là. quelles sont les principales étapes de développement psychologique hein, pendant l'adolescence? Déjà, il faut savoir ce que c'est que l'adolescence. Oui, L'adolescence, c'est la période qui est comprise entre 10 et 18, 19 ans, selon l'OMS. Hein. Et c'est la période qui, si vous voulez, qui est comprise également entre la période de puberté oui, et puis l'âge adulte. Cette période-là, elle se caractérise par des transformations au niveau physiologique, au niveau même de la façon de penser et au niveau également du rapport à la société. Donc, elle comporte trois étapes principalement. Il y a la préadolescence, qui est la période avant l'adolescence. Il y a l'adolescence elle-même et il y a l'adolescence tardive. Et c'est bon de connaître les caractéristiques de chacune de ces périodes-là. bien sûr. Voilà. Et c'est Donc, tout ça, c'est cette définition, bien sûr, de l'adolescence et ensuite de ces étapes oui, qu'il faut connaître forcément. c'est très important de les connaître. Les connaître parce que quand on les méconnaît, on ne sait pas très bien, on est désemparé face à certaines choses qui arrivent aux Oui, enfants, on ne oui, comprend pas, alors que peut-être que ce sont des choses normales. Si on les connaissait, on s'y serait préparé et on serait plus outillé pour y faire face en fait. Donc c'est important de savoir à quel moment commence la préadolescence par exemple. La préadolescence, pour répondre tout de suite, elle peut commencer en fonction de l'individu qu'on a en face, bien sûr. souvent peut-être à 8 ans même. Il y a des enfants, des petits garçons, des petites filles qui déjà, 8, 9, 10 ans, commencent déjà à présenter des signes de transformation physiologique. Par l'apparition, par exemple, de poitrine, de poils sous les aisselles, sur le pubis, etc. Pour les petits garçons, ça sera l'apparition, par exemple, de mutations au niveau de la voix. On va avoir une voix plus grave, plus rauque et tout. Donc déjà, chez certaines personnes, ça peut commencer à cet âge-là, tout comme ça peut ne pas commencer à cet âge, ça peut commencer beaucoup plus tardivement. Donc, si par exemple, mon enfant ne fait pas son adolescence à 10 ans, 11 ans, 12 ans, il n'y a pas à paniquer. Peut-être que c'est lié peut-être à la qualité de son alimentation, à la Oui, qualité de son éducation, de comment il se repose, de quelle est son hygiène et tout. Ça peut être lié à tellement de facteurs. Donc, la préadolescence, la période donc, qui précède l'adolescence, en fonction des individus, ça peut partir de 8, 9 ans
jusqu'à 11, 12, 11, 10 ans, et voilà, ça c'est la période qui précède. Maintenant, l'adolescence elle-même, Oui, elle va se matérialiser par une transformation physique d'abord. Donc, on va assister, on ne va pas voir, parce que ça se passe à l'intérieur de nous, tout un jeu hormonal qui va se mettre en place. oui, Il y a beaucoup de transformations à ces niveaux-là, ce qui va avoir des incidences sur le corps physique. L'enfant va commencer à grandir d'environ 10 centimètres par an et tout. Donc, il gagne en stature, il commence à grandir, il va aller en hauteur. Il va aussi grossir, on aura l'ossature des muscles qui va aussi prendre de l'ampleur. oui, Et on va assister à toutes ces transformations, l'apparition de la pilosité, la barbe, par exemple pour l'homme, l'apparition de poils dans la poitrine, sur les pubis, beaucoup plus de poils sur le reste du corps. Également chez les filles aussi, l'apparition de menstrues, de tout ce qu'il y a comme poils aussi bien sur les sûr. pubis, sous les aisselles et tout ça. Donc il y a cette transformation qui est physique qu'on peut voir. Et il y a ce qu'on ne voit pas moins, mais qu'on sent et qu'on subit. OK, Ça, lesquels? c'est la transformation au niveau de la pensée, de comment l'enfant perçoit le monde. Parce qu'en ce moment-là, il y a des défis qui se révèlent à lui. Il y a des choses qui commencent à se transformer, il y a des questions qu'il commence à se poser. Qui suis-je? D'où est-ce que je viens? Qui sont mes véritables parents? Où est-ce que je suis en train de partir? Ce que je suis en train de vivre là, est-ce que c'est normal? Quand on lui dit des choses, il commence à comprendre la logique maintenant des choses et il commence à décortiquer tout ce qui est abstrait désormais. Alors qu'enfant, il y a des choses qu'il ne comprenait pas forcément. Et maintenant, il se pose des questions auxquelles il a besoin de réponses. Et l'absence de ces réponses-là crée beaucoup de crises à son niveau. Par exemple, quand il se pose des questions auxquelles il n'a pas de réponse, bon, ben, ça crée chez lui beaucoup d'anxiété qui peuvent évoluer vers de la dépression. Et donc, c'est pourquoi chez les enfants, chez les adolescents, on assiste à beaucoup de crises, malheureusement, qui se terminent, qui se soldent par des tentatives de suicide ou alors même des actes suicidaires. Oui, Voilà, par des c'est fugues souvent des aussi. fugues et tout ça, parce qu'ils sont en désaccord, parce qu'ils ne comprennent pas les choses. Donc, quand on ne sait pas qu'à cette période-là, c'est normal, par exemple, qu'un enfant il se pose des questions et c'est normal qu'il ait besoin de réponses. Quand on n'a pas compris ça, on n'est pas présent, on ne lui donne pas les réponses, et puis l'enfant, il développe de l'anxiété et qui se complique par des dépressions, et puis bon, ben, on assiste au pire. Bien sûr. Et quand souvent il a certains soucis auxquels il n'a pas de réponse, bon, ben, il les trouve par lui-même. Et parce qu'à ce moment-là, il y a les besoins naturels de l'humain qui commencent à se renverser à son niveau. Vous savez, chez l'adulte normal, il y a les besoins qui ont été stratifiés par un psychologue qu'on appelle Maslow, Oui. Abraham Maslow. Il a parlé d'une pyramide. Et sur la base de cette pyramide-là, en fait, il y a les besoins physiologiques de l'être humain, manger, dormir, faire ses selles, ses besoins naturels et tout ça. Oui. Et quand on a satisfait ces besoins-là, on passe à un autre besoin, à un autre niveau de besoin qui sont les besoins, par exemple, de sécurité. Il faut que ma vie soit protégée, que je ne tombe pas malade, etc., etc. Et puis après ces niveaux de sécurité-là, on passe à un niveau un niveau de besoin qui est le besoin d'estime, en fait. Il faut que j'appartienne, un besoin d'appartenance, pardon, et d'amour. Il faut que j'appartienne à un groupe social. Il faut que dans ce groupe-là, on me reconnaisse, etc. Et après, il y a un niveau supérieur qui est le niveau de l'estime de soi, de l'estime même en général, est estimée par les autres et tout. Et au top de la hiérarchie de la pyramide de Maslow, il y a le besoin d'autoréalisation. Ça, c'est chez l'adulte. Oui, Mais chez l'adolescent, les choses sont renversées. bien sûr. Et souvent, ça crée le conflit avec les parents. Chez l'adolescent, une fois qu'il a mangé, il est rassasié, il a dormi, enfin, il s'est réveillé, le prochain besoin, ce n'est même pas le besoin de sécurité. C'est pour ça que les adolescents ils prennent beaucoup de risques inutiles. Oui. Ils roulent les motos à vive allure, ils ne portent pas de casques, ils font tout ce qui est interdit. Ils sortent Parce comme que, ils veulent. Et voilà. Le second besoin qui s'exprime chez eux, ce n'est pas un besoin de sécurité, c'est plutôt un besoin d'appartenance et d'autoréalisation. Besoin d'appartenance, il faut absolument qu'il appartienne à un groupe. Il faut absolument qu'il s'identifie par rapport à un groupe, tout. Oui, qu'il soit membre de ce groupe-là et que ce groupe-là le reconnaisse, qu'il le reconnaisse, ce groupe-là. Les parents seront toujours en train de dire, mais mon enfant, il n'irait jamais à la maison, il est tout le temps sorti, oui. il est tout le temps avec ses amis et tout ça. Quand on a compris que l'adolescent il ne fonctionne pas comme l'adulte,
On s'est dit, mais attends, chez moi à la maison, il y a la clim, il y a la sécurité, il y a tout, mais il laisse ça et puis il est Il n'est dehors. jamais à la maison, il est toujours dehors avec C'est des la amis. période. Oui. C'est la période. Donc, quand on comprend ça, on s'organise de sorte que son besoin d'appartenance soit satisfait, mais chez nous à la maison. Moi, j'ai envie de vous demander, très cher docteur, est-ce qu'on ne peut pas voir cela un peu comme un signe de faiblesse? Certains parents se diront, hein, moi je suis un adulte, je peux gérer mon enfant. Consulter un psychologue, c'est important pour tout le monde. Hein. Ça ne sera pas un signe de faiblesse ou un échec. Pas du tout, pas du tout. Alors là, pas du tout. Le psychologue, c'est un partenaire de vie, en fait. C'est parce que ici, les choses ont été mal, si vous voulez, ont mal démarré. Vous voyez, tout ce qui est lié au métier de psy en général, Oui, ça a été perçu au début comme des actes portant sur des maladies psychiatriques comme par exemple la schizophrénie. oui, Alors que la schizophrénie, au début en Europe, c'était pénalisé. Donc cette vision-là, vous savez, tout ce qui est commun, tout ce qui est né en France, ça nous mouille ici en Côte d'Ivoire. Donc oui, ici aussi, la perception qu'on avait du psy, c'était le psychiatre qui est un médecin. oui. Le psychiatre qui est un médecin. Et c'est lui-là qui est spécialisé dans les maladies psychiatriques. Et donc, on a eu cette vision-là au début. Mhm. Mais maintenant, il faut comprendre qu'il y a une claire distinction entre le médecin psychiatre et le psychologue. Le psychologue, lui, c'est un partenaire de vie. Il accompagne. Il accompagne les gens pour que, justement, on ne tombe pas dans les travers sociaux. Pour que, justement, on soit au meilleur de nous-mêmes. Par exemple, j'ai besoin d'un psychologue pour m'assister dans mon couple, pour accompagner mon enfant au niveau de ses apprentissages scolaires, pour m'assister, par exemple, dans mon développement personnel, pour m'assister dans mes actions au niveau professionnel. C'est un partenaire de vie. Et donc, le consulter, ce n'est pas une faiblesse du tout. Au contraire, c'est une force. C'est une force, au contraire. Et il faudra en profiter. Voilà, il faut que ça fasse partie de nos habitudes. Bien sûr. Vous avez parlé d'affirmation, d'identité, d'autonomie de la part, bien sûr, de l'adolescent. Quelle est l'importance de cette autonomie-là pour un adolescent? Et surtout, comment peut-elle être encouragée? Vous savez, l'autonomie, l'indépendance et la discipline sont les deux piliers essentiels de l'éducation, ou du moins doivent être les deux piliers essentiels de l'éducation. Parce que le parent qui a la charge de l'éducation de l'enfant, à tout moment, il peut lâcher l'enfant. Par exemple, ça peut être au niveau des parents, ça peut être un divorce qui sépare les parents. Donc l'enfant, il se retrouve tout seul, peut-être avec le père ou avec la mère. Ça peut être un décès. Je peux être en train de vivre tranquillement. Le décès, c'est l'avenir le plus sûr de chacun d'entre nous. Et Dieu ne nous écrit pas forcément un courrier pour nous dire quel jour il vient nous chercher. Oui. Donc, moi, quand je donne naissance à un enfant, que je suis en train de l'éduquer, il faut que je le prépare à se séparer de moi. Ou bien que je le prépare aussi en même temps à vivre sans moi. Donc, il y a un minimum d'autonomie à lui donner depuis l'enfance déjà. Bien sûr. Mais ça, c'est ce que je donne en tant que parent. Au niveau de la période, pendant la période de l'adolescence, l'enfant lui-même, il commence à percevoir la nécessité de s'émanciper de la tutelle et de la responsabilité parentale. Parce que, vous savez, la période de l'adolescence est une période transitoire qui prépare à l'âge adulte. Dieu a tellement bien fait les choses que, naturellement, la personne elle-même commence à s'émanciper des parents par la mise en place d'une conscience hétéronome, une conscience tournée vers le monde extérieur. L'enfant, il rentre dans ça et il revendique désormais beaucoup plus d'autonomie et d'indépendance. Et il le manifeste par sa façon d'agir, sa façon de se comporter vis-à-vis, que ce soit des parents, que ce soit de l'école, que ce soit de la société, il va le manifester. Besoin d'autonomie. Et ce besoin d'autonomie-là, c'est en cela qu'on doit comprendre en tant que parent qu'il faut qu'on soit là pour encadrer. C'est pour ça que le leadership parental doit justement être aligné sur la période, sur l'âge de l'enfant. On ne va pas faire une éducation linéaire. On va commencer l'éducation de 0 aux 20 ans de l'enfant de la même façon. Au moment de la préadolescence et du début de l'adolescence, on doit être pour l'enfant, par exemple en tant que parent, on doit être pour lui un coach. On doit avoir un leadership de coach. Le coach, c'est un encadreur, c'est un conseiller, c'est un partenaire.
c'est celui qui nous tient la main pour nous guider, pour nous orienter. C'est celui qui nous motive. Donc, le parent doit être dans cette dynamique de coach. Au moment de la grande adolescence, c'est-à-dire à partir de 16, 17, 18 ans jusqu'à 20 ans, et même l'adolescence tardive, Oui. qui va au-delà des 20 ans, qui peut aller même jusqu'à 25 ans, parce que la maturité psychologique d'un humain, ça se termine autour des 25 ans. Donc, de 20 ans, je peux dire de 17 ans jusqu'à 25 ans, on doit cesser d'être pour l'enfant, pas cesser, mais on doit être à la fois le coach, mais en même temps un mentor. Une grande différence. Le mentor, c'est quelqu'un à qui on a envie de ressembler. C'est quelqu'un qui a fait quelque chose qu'on admire, qu'on apprécie C'est clair. et qu'on a envie de copier. Mais pour que moi je puisse vous copier, il faut que je vous voie à l'acte. Oui, soyez un exemple. Il faut que je vous voie en train d'agir. Alors que la plupart des parents, c'est à ce moment-là, ils abandonnent. Ils ne sont pas là. C'est ce que vous dites m'amène à vous poser cette question. C'est une période de transition très importante, très délicate aussi. Faut-il avoir peur de cette période-là? Non, au contraire, il ne faut pas en avoir peur. Il faut juste connaître. Vous savez, tout ce qui nous fait peur, c'est ce qu'on ne connaît pas. Quand on connaît quelque chose, on n'en a pas peur. Mais c'est quand on ne connaît pas une chose qu'on en a peur, qu'on développe de l'anxiété, de la peur, de l'angoisse, etc. Donc, c'est déjà de se former. C'est ce qu'on est en train de faire. Oui. Mais c'est d'aller au-delà de ça. Dans certains cabinets, dans le mien par exemple, il y a des cours où on fait de l'éducation parentale. Et là-bas, on présente ce que c'est que l'enfant, ce que c'est que l'éducation et la vie de l'adulte aux parents. Oui. Donc, en tant que parent, il faut qu'on ne voit pas l'apprentissage des rudiments de l'éducation comme un superflu. Vous savez, la parentalité, c'est l'un des métiers les plus sérieux dans lesquels la plupart des humains rentrent sans formation. Vous êtes journaliste, animateur. Pour le devenir, vous avez dû aller apprendre ça à l'école. Et comment? Voilà. 3 diplômes, ouais. Moi, je suis psychologue, criminologue et il y a d'autres choses. J'ai appris ça à l'école. Mais le métier de la parentalité est un métier qui a ses codes, qui a ses schèmes, qui a ses réalités, qui a ses méthodes, qui a ses outils. Il faut les apprendre et les connaître. Malheureusement, chacun de nous s'élève, il fait cette gymnastique gourotique, Oui. et puis ça donne le résultat qu'il y a un enfant. On a un enfant, on se débrouille pour l'élever, au lieu de l'éduquer. On l'élève. Parce qu'on ne sait même pas la différence entre élever et éduquer. Oui. Donc on l'élève et puis on croit bien faire. Malheureusement, on assiste à des travers, à des déviations. Et qui sont, par exemple, que l'enfant, lui, il fait ce que lui croit être bon. Bien et sûr. ce qui est lié à son âge, en fait. Mais dites-moi, au quotidien, vous rencontrez des parents. On décrit très souvent que la jeunesse de maintenant, elle part à la dérive. Il y a beaucoup de mots de la société que nous décrions. Lorsqu'on parle, bien sûr, des adolescents, de la jeunesse et tout, qu'est-ce qu'ils vous disent, ces parents-là? Quel est le problème ou les problèmes qu'ils mettent sur la table de discussion? Très souvent, ils évoquent des problèmes de rébellion de leurs enfants qui sont adolescents. Ils relèvent des problèmes d'incompréhension. Ils relèvent des problèmes d'usage de drogue. Ils relèvent des problèmes de comportement déviant et tout ça. Malheureusement, Oui. ils indexent juste le phénomène, pas la source. Le phénomène, oui, c'est un constat que les enfants sont déviants, qu'ils s'adonnent à la drogue. Oui, les enfants, effectivement, ils ont souvent des comportements déviants. Oui, souvent, ils sont rebelles. Ça, c'est ce qui est, ça, c'est un résultat. Mais d'où part le résultat? Qu'est-ce qui a produit le résultat? C'est l'environnement dans lequel l'enfant baigne, c'est les manques de l'enfant qui le cherche à combler. Ces différents résultats-là, c'est lié justement à la façon des parents d'éduquer l'enfant. Et dans l'éducation, les parents, malheureusement, ils n'arrivent pas à identifier leur part. Et en général, c'est ce que nous, en tant que spécialistes dans nos cabinets, c'est ce qu'on s'efforce de leur donner. Parce que l'enfant, il a besoin de guides, parce qu'il évolue dans un monde qu'il ne connaît pas. Et que l'adulte que nous sommes avons eu le privilège et l'opportunité de connaître avant lui. Donc on a le devoir de l'orienter et de bien l'orienter. Malheureusement, nous avons des paradigmes qui sont tels qu'on privilégie
des choses comme par exemple la recherche du matériel et des finances et tout Bien ça, sûr, oui. au détriment de nos enfants. Mais vous savez, je peux perdre un travail et puis en trouver 10 de bien meilleurs, où j'ai un salaire beaucoup mieux rémunéré que celui que j'ai perdu. Mais si j'ai perdu mon enfant, c'est un drame que je ne peux pas récupérer. Et ça, c'est de le comprendre. Et donc, j'ai besoin de faire les choses comme cela se doit. Être présent, surtout dans cette période charnière qui est la période de l'adolescence et même de l'enfance, hein, Oui. c'est un devoir parental. Malheureusement, il y a beaucoup de parents qui sont des missionnaires. Ils s'inventent des prétextes. Et puis, ils sont tout le temps partis. Parce qu'ils n'arrivent pas à faire l'exercice de la conciliation de la vie de famille avec la vie professionnelle. Et donc, il y a une vie qui laisse prendre le pas sur l'autre vie. Oui. Et ça crée des dégâts au niveau de la cellule familiale. Restons sur cet aspect-là. Nous avons des engagements, des obligations. C'est vrai qu'on demande de concilier les deux, ce qui n'est véritablement pas évident pour certains parents qui sont, quand je dis occupés, qui sont très occupés. D'autres travaillent à l'extérieur, ils sont dans de grands organismes et tout. Comment on arrive à gérer l'enfant, adolescent, lorsqu'on a des charges professionnelles énormes? Parce que ça existe aussi. Vous savez, il y a un adage en anglais qui dit « Where there is a will, there is always a way Ah, c'est en anglais? Je pense que c'est en gourou. Allez-y. » Là où il y a de la volonté, Oui. il y a toujours un chemin. OK. Quand on a envie de trouver du temps pour sa famille, on trouve du temps pour sa famille. Vous savez, des gens ramènent le travail à la maison. À la maison, oui. Alors qu'à la maison, ils ont deux fonctions. Ils sont maris ou bien ils sont épouses et ils sont père ou mère. Mais au temps où il faut jouer le rôle d'époux, le rôle de père ou bien de mère, en ce moment-là, on est en train de travailler. Parce qu'on n'a pas compris que le travail doit rester au travail. Et quand vous regardez de près ces gens-là, leur mode de vie, vous vous rendez compte qu'ils ne sont pas bien organisés, ils ne délèguent pas suffisamment au travail. Ça fait qu'ils sont submergés par la tâche. C'est vrai que dans certains boulots, il y a des réalités. Mais je dis, aujourd'hui plus qu'hier, la parentalité est un choix qu'on opère. Oui. Hier, on n'avait pas la possibilité d'avoir des contraceptifs et tout ça. Oui. Donc, on disait que l'enfant, c'était un don de Dieu. C'est vrai que l'enfant est toujours un don de Dieu, mais aujourd'hui, on peut choisir de bénéficier de ce don de Dieu-là ou pas. Donc, quand on s'engage dans la parentalité, c'est qu'on doit être prêt à faire des sacrifices et à comprendre ce qui est important. Vous savez, vous pouvez aller chercher du travail, de l'argent. Vous allez avoir des millions. Et puis, quand vous venez avec les millions, l'enfant, il est dans la drogue. Alors que pour le sortir de là, on a besoin des millions. Donc, c'est comme si vous prenez les millions ici, Oui. d'une main, et puis les mêmes millions ressortent par De l'autre l'autre main. côté, oui. Pour... Finalement, vous stagnez, vous n'avancez pas. Donc, c'est de comprendre qu'il faut que, c'est vrai, je dois travailler, mais il faut que je m'organise de sorte que j'ai du temps pour mes enfants. Et ces temps-là, ce n'est pas en termes de volume horaire, c'est en termes de qualité de la relation parent-enfant. Je peux ne pas avoir 24 heures pour mon enfant. Oui. Si j'ai même 30 minutes pour mon enfant, mais que ce soit 30 minutes de qualité, où je suis à la maison, je suis avec mes enfants, je ne suis pas sur mon ordinateur en Pologne. Je suis à la maison, dans mon lit ou bien sur mon canapé avec mon enfant. Ce n'est pas juste qu'on est dans le même environnement. Où lui, il est aux États-Unis en train de chatter avec ses amis et moi, je suis, je ne sais pas moi, au Groenland en train de suivre, je ne sais pas moi, Les infos et tout. les choses. Voilà. Oui. Il faut qu'on soit ensemble. Discuter, Discuter, échanger. parler, connaître les motivations, connaître les besoins, connaître les mots de pensée de l'enfant. Parce que c'est à ces prix-là qu'on peut l'aider. Tous les sujets, même les tabous. Tous les sujets. Parce que l'enfant, il a besoin de découvrir, il a besoin de comprendre le monde. Il ne connaît pas ce que c'est que la sexualité. À l'adolescence, il découvre la sexualité. C'est juste un exemple que je prends. Oui, bien sûr. Oui. Il découvre la sexualité. Mais le problème, c'est qu'il est censé ne pas en savoir grand-chose. Et donc, c'est le père ou la mère qui est censé lui donner des informations. Mais je vous assure qu'on est dans un monde où, quand vous ne lui donnez pas, lui, il trouve. Parce que justement, il a le monde dans la main à travers le smartphone.
à travers l'accès à Internet. Les informations que je ne lui donne pas, parce que je pense qu'il est trop jeune pour avoir ça, je pense qu'il est trop... Internet lui donne ça. Ses amis au dehors lui donnent ces informations-là. Et ça va très vite. Et qu'est-ce qu'on lui dit? Le problème se trouve là. Ça fait toute la différence entre l'éducation dont nous, on a bénéficié et l'éducation de la ville ici. Quand on est dans un contexte, par exemple, africain, villageois, c'est la communauté qui éduque. Et la communauté est éduquée avec des valeurs qui sont partagées par tout le monde, les mêmes valeurs. Le langage éducatif était unique et univoque. Les acteurs étaient les mêmes. Aujourd'hui, en ville, on a des acteurs pluriels. On a papa qui donne son discours, maman qui a le sien, l'école qui a son discours, la bonne a son discours, les amis, les pères, ils ont leur discours, Internet a son discours, la télévision a son discours, l'église a son discours, la rue a son discours et tout. Malheureusement, quand on parle de l'éducation, on fait deux erreurs. Premièrement, on restreint l'éducation à l'instruction scolaire. Ça fait qu'on axe toute la réflexion sur l'instruction scolaire, alors que l'éducation, elle ratisse plus large. Première erreur. Deuxième erreur, on pense que aujourd'hui, l'éducation, elle doit être basée uniquement sur les parents. Mais je veux vous dire, c'est vrai, les parents ont un rôle crucial et ils sont même un pilier dans l'éducation de l'enfant. Mais en même temps qu'on comprenne que la communauté globale influence de façon subliminale la conscience de l'enfant et l'inconscient, le subconscient de l'enfant. Oui. L'éducation subliminale est beaucoup plus efficace même en termes de méthode d'invasion psychologique que ce que les parents font. Donc, vous voyez, par exemple, quand on dit à un enfant, il faut avoir du respect pour la féminité, pour les femmes, il ne faut pas voir la nudité d'une femme, il faut rester sobre et tout. On dit ça à l'enfant, c'est qu'il y a une bonne chose. Mais en même temps qu'on lui dit, l'enfant il sort, il est dans la rue, il voit une pancarte publicitaire, c'est une femme qui a un smartphone dans la main, qui est nue sur la voiture. Quel message on lui donne? Qu'est-ce qu'il retient finalement? On dit non, tu sais, mon fils, il ne faut pas voir les femmes nues, ce n'est pas bon, il faut avoir du respect pour la femme et tout. Et puis, on voit des gens qui se trémoussent, tu vois. Il y a un petit artiste qui a il sort un petit son avec du bruit. Lui, il est bien habillé en costume et tout, tranquille, hein, il est bien habillé. Et toutes celles qui dansent autour de lui, c'est des femmes qui sont nues. C'est des femmes qui sont nues. Et ça passe sur les chaînes de télévision, ça passe en boucle. Et tous les enfants sont assis, ils regardent. Qu'est-ce qu'ils retiennent? La solution, là, pour un pas, on est déjà à 2 minutes. Hein. Ça nous permet de rentrer maintenant dans cet aspect réseaux sociaux et Internet et télévision et tout. Quelle solution vous donnez aux parents pour réguler, bien sûr, cette partie du film là? Moi, je ne suis jamais pressé de donner des solutions. Si vous voulez, on va organiser une émission spéciale où on va aborder les solutions. On a déjà entendu, ne vous inquiétez pas. Ce que moi je dis, il faut que les parents comprennent l'importance de ne pas permettre certaines choses, par exemple. Regardez ce qui se passe là actuellement, où des gens s'asseyent à la télévision, ils sortent de gros montants d'argent qu'ils présentent à la télé. Moi, pas à la télévision, sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, oui. Ils présentent ça. Oui. C'est vrai, il y a l'aspect pénal qui est en cours. Moi, cet aspect-là, ça m'intéresse même pas vraiment. Ce qui m'intéresse, c'est le message éducatif. Quand un enfant voit un jeune comme lui, qui n'a pas de travail particulier, qui est rémunérateur, quand il le voit avec de grosses sommes d'argent, quel message il retient? Après, on lui dit non, toi, va à l'école. Il va dire non. L'école, ça peut avoir quoi, 300 000. Alors que moi, il me suffit de m'asseoir là, d'insulter les gens à longueur de journée, de crier, et puis j'ai des centaines de millions dans une valise. C'est le message qui retient. En fait. Donc, tes amis, on va aller dans le centre pour pouvoir conclure cette émission. C'est tellement intéressant ce que vous dites. On a envie de rester pour en parler parce que c'est très important d'en parler et de sensibiliser, bien sûr, tout un chacun sur certains sujets comme ça qui nous entourent et montrer la bonne voie surtout à nos enfants, à nos petits frères, à nos petites sœurs, à nos enfants qui sont dans cette période de l'adolescence. On a dit que c'est une période très, très, très cruciale et importante. Merci beaucoup à vous. C'est tellement intéressant ce que vous dites. Hein. Vous voyez, je vous laisse parler longuement parce que vous nous éduquez. Vous nous permettez de mieux comprendre tous ces sujets.